surpris à vous tous de vous être accrétés ici si nombreux. Et vous avez bien raison, en fait, parce que les météorites occupent une place tout à fait exceptionnelle dans notre connaissance de l'univers. En effet, si on y songe un peu, pour connaître les étoiles, les galaxies, les planètes, l'astronomie doit en général se baser sur la lumière qui nous envoie, qui traverse des distances extraordinaires, traverse notre atmosphère pour arriver jusqu'à nos yeux. Et les météorites, au contraire, ce sont des objets que nous pouvons toucher, que nous pouvons analyser dans nos laboratoires avec les techniques les plus précises. Ce sont donc vraiment nos principaux renseignements tangibles de l'univers extérieur. Et en même temps, les météorites ne sont pas seulement les ambassadeurs de coins plus ou moins exotiques du cosmos. Elles parlent aussi de l'histoire de notre planète. Car finalement, les météorites échantillonnent la matière originelle avec laquelle la Terre s'est formée. Et les météorites, finalement, on peut considérer que la Terre est constituée d'une accumulation de météorites. Et les météorites elles-mêmes n'ont pas seulement présidé sur notre berceau, elles continuent de temps à autre à façonner notre histoire en bien et en mal. Donc voilà toute la raison de ce cycle de conférences, et au-delà de ça, de l'exposition sur les météorites. Donc ici, pour cette première conférence de ce cycle, mon objet est simplement de planter le décor. Pour être précis, de présenter les météorites en tant que phénomène actuel. Qu'est-ce qui se passe actuellement quand une météorite tombe sur Terre? À quoi ressemble une météorite? Quels sont les gros impacts, plus ou moins gros impacts qu'on peut avoir sur notre planète? Et quels sont les corps d'origine de ces météorites? Ce sont dans les conférences suivantes qu'on s'intéressera, avec d'autres orateurs, à l'histoire du système solaire, à ce que les météorites nous racontent sur nos origines, etc., sur les aspects historiques aussi, du point de vue de leur interaction avec les humains. Donc nous bornons-nous à notre objet. Alors, j'ai donné comme titre à ma conférence « Les météorites de l'astre à la chute », pour donner un pseudo-lustre littéraire à la chose, mais on va prendre en fait les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va commencer par regarder le phénomène de la chute d'une météorite à travers l'atmosphère, donc on va rester bien sur le plancher des vaches pour avoir au moins une chose sensée, et regarder ce qui se passe, et on va ensuite s'intéresser à quel est un inventaire, enfin, simplement c'est écrit ici, un inventaire, quels sont les météorites, quels sont les différents types de météorites, où les trouve-t-on sur Terre. On va s'intéresser au phénomène des grands impacts, parce qu'il y existe des météorites plus grosses que les autres dans les temps géologiques, quels effets ces impacts peuvent avoir sur notre planète. Et puis on va enfin essayer de remonter au corps parent des météorites, qu'il s'agisse d'astéroïdes, mais on va éviter de tout raconter d'avance. Donc commençons par le commencement, ou plutôt la fin, c'est-à-dire la chute d'une météorite. Donc, évidemment, maintenant, ce n'est plus une surprise, la Terre continue à recevoir de la matière extraterrestre. C'est un peu une sorte de résidu du processus d'accrétion originel d'il y a 4,5 milliards d'années. Alors, le flux de matière extraterrestre sur la Terre a été estimé grâce, par exemple, à un satellite qui s'appelle le LDEF, ici, et qui a été impacté pendant plusieurs années par plein de micrométéorites. Ce flux est d'environ 36 000 tonnes par an. Et, comme j'ai plus ou moins sous-entendu, en général sous forme de micrométéorites. Alors je ne vais pas m'étendre sur les micrométéorites, puisque ce sera le sujet de la conférence de Cécile Engrand. Je crois que c'est la dernière conférence du cycle. Mais il tombe aussi des objets plus vénérables. Là, c'est une carte des différents bolides qui ont été observés par des satellites tout autour de notre globe. On estime qu'il y a au moins 60 000 objets qui tombent sur notre globe de plus de 10 grammes, et je crois 5 000 de plus de 1 kg. Alors évidemment, l'immense majorité de ces objets est perdue dans les océans ou dans les forêts, etc. Mais donc nous avons un flux de matière extraterrestre. Alors que se passe-t-il quand une météorite entre dans ton atmosphère? Eh bien, une météorite, il faut bien réaliser, c'est qu'elle entre dans l'atmosphère à une vitesse assez élevée. D'après les lois de la physique, qu'on ne va pas détailler ici, on n'a pas tellement le temps, cette vitesse est entre 11 et 72 km par seconde. Donc typiquement une vingtaine de kilomètres par seconde. Donc c'est une vitesse extrêmement élevée, c'est une vitesse supersonique. Donc quand une météorite pénètre en atmosphère, ce qu'elle fait, c'est créer une onde de choc. Elle comprime l'air devant elle et l'échauffe à plusieurs milliers de degrés. Et donc cette création d'onde de choc, ce choc d'étrave, a plusieurs conséquences. La conséquence la plus visible, évidemment, c'est le météore. C'est-à-dire que cet air chaud autour de la météorite, cette zone chaude peut être bien plus grosse que la météorite, peut s'étendre sur une dizaine de mètres autour de la météorite, cet air chaud qui est porté donc à plusieurs milliers de degrés, voire bien plus,
qui est ionisé pour une bonne partie, cet air chaud, dis-je, cet air chaud va simplement rayonner. Et donc, c'est ce qui donne lieu au phénomène lumineux qu'on appelle proprement le météore. Le mot météore désigne n'importe quel phénomène atmosphérique, mais de plus en plus tend à être restreint au seul phénomène dû à la traversée d'une météorite dans l'atmosphère. Il vient du grec, météoros, ça veut dire élevé dans les airs. Et donc, le météore peut être plus ou moins important. Pour les objets de taille millimétrique, ce sont nos étoiles filantes. Mais pour des objets un peu plus respectables, je ne sais pas, des symétriques, métriques, on peut avoir ce qu'on appelle des bolides, donc des météores très brillants. Vous avez un exemple ici, une chute assez récente, 2016. Je suppose que le président Day reviendra, mais voilà, je lui pique ça. Et parfois, ces météores peuvent rivaliser pendant quelques secondes avec l'éclat de la Lune, voire même l'éclat du Soleil. Pour ce même bolide, vous voyez ici deux images du ciel, avant le bolide et pendant le bolide. Donc là, vous voyez que ce bolide a transformé, si vous voulez, l'image, l'éclat de la nuit en un éclat du jour, pendant quelques secondes. Donc c'est quand même pas exactement anecdotique. Alors cet air chaud ne sert pas juste à éclairer nos nuits, ou nos jours aussi, il a aussi un effet sur la météorite. C'est-à-dire la surface de la météorite elle-même va être chauffée, va être portée à 2000 degrés environ, et donc cette météorite va commencer à fondre et à se vaporiser. Et donc pendant cette traversée à haute vitesse, la météorite va perdre du matériel, sous forme de petites gouttes de vapeur. C'est ce qu'on appelle l'ablation. Et l'ablation, ça peut être du gratiné. Pour les météorites, pour celles des météorites qui parviennent au sol, l'ablation, ça peut être la moitié de la masse. Que dis-je, la moitié de la masse? Là, je parle de la moitié de la taille. Mettez ça au cube et vous aurez compris le problème. Alors l'ablation, d'ailleurs, pour des météoroïdes de moins d'1 décimètre, l'ablation peut être complètement totale. La météorite peut être ou le météoroïde, si on veut être vraiment strict avec les termes, peut être complètement détruit. Alors il y a une petite fenêtre de survie lorsqu'on est vraiment très très petit. Quand on est vraiment très très petit, on est ralenti dans les couches les plus hautes de l'atmosphère, donc on n'a pas le temps de se faire trop chauffer. Ça, c'est fort utile. Alors, donc l'ablation. Alors l'ablation, ça ne dure pas... cette traversée supersonique, en général, ça ne dure pas jusqu'au sol. Parce que cet air comprimé chaud en amont de la météorite, il exerce quand même une force sur la météorite. Et donc il va la ralentir. Donc c'est ce qu'on résume souvent par l'expression frottement de l'air, même si c'est relativement impropre. Et donc cette météorite qui au départ avait peut-être une vingtaine de kilomètres par seconde, cette météorite se fait ralentit peu à peu et va arriver à une vitesse trop faible, subsonique, donc qui sera trop faible pour en particulier continuer à générer les phénomènes de haute température qu'on a mentionnés précédemment, en particulier le météore. Donc arrive un moment où lorsque notre météorite a perdu à peu près toute sa vitesse cosmique, et donc le météore s'éteint. Donc c'est ce qu'on appelle l'extinction, évidemment. Et donc la météorite continue à tomber, mais uniquement sous l'effet de la gravité. Ce n'est plus sous l'effet de l'impulsion qu'elle avait initialement, uniquement sous l'effet de la gravité qui s'équilibre avec le frottement, et donc c'est une bête chute libre, à quelques dizaines, centaines de mètres par seconde. Alors c'est une chute libre qu'on ne peut pas tellement observer, puisque par définition le météore est éteint. Alors quand même, il y a un truc curieux qui est paru il y a quelques années. Il y a un parachutiste qui avait une caméra, qui a vu passer un caillou, là, n'est-ce pas? Alors évidemment, est-ce que c'est une météorite ou pas qui a passé son point d'extinction? Je ne saurais prononcer sur la question, puisque le caillou n'a jamais été récupéré. Mais bon, disons que d'un point de vue pédagogique, ça aurait cette tête-là, un caillou qui tomberait après l'extinction. Voilà. Bon, c'est rigolo comme vidéo quand même. Alors, j'ai parlé de lumière, il y a du son aussi. Parce que, je rappelle, la météorite, avant d'atteindre ce fameux point d'extinction, la météorite était à une vitesse supersonique. Donc, il n'est pas étonnant que, comme pour nos avions militaires un peu plus près du sol, on entende un bang supersonique. Donc, effectivement, après l'observation du météore, on peut entendre des détonations, parfois un crépitement qui termine la turbulence, donc qui sont dus à ce phénomène. Alors évidemment, c'est comme pour la foudre. La détonation n'est pas simultanée avec le météore lui-même, parce que la lumière se propage bien plus vite que le son.
Le son, 340 mètres par seconde. Pour un truc à quelques dizaines de kilomètres d'altitude, eh bien, il peut y avoir un délai de plusieurs minutes. Alors, bon, il y a des exceptions avec... il y a certains sons un peu bizarres qui étaient des rayonnements électromagnétiques, et donc on peut percevoir en même temps. Et donc ça peut être l'onde de choc, si j'ose dire, qui est due à cette détonation, peut être assez importante. Là ce que j'ai ici, c'est la plus grosse météorite qui nous soit tombée dessus depuis un siècle, c'est Chelyabinsk, c'était en 2013, dans mon souvenir, février 2013. Et en faisant explosion, l'onde de choc, j'ai bien dit l'onde de choc, a brisé plein de vitres dans la ville de Chelyabinsk, qui était pourtant une vingtaine de kilomètres en dessous. Il y a eu un millier de blessés. Certains de ces blessés, c'était parce qu'ils ont vu le météore avec la traînée, ils se sont approchés de la fenêtre pour l'admirer, mais le problème c'est que l'onde de choc, elle n'était pas encore passée. Alors une météorite, c'est mieux si je me mets un peu plus près du micro, une météorite, ça arrive rarement en un seul morceau au sol, parce que cette grande pression qui s'exerce sur la météorite, qui justement lui la ralentit, lui fait perdre de sa vitesse cosmique, cette grande pression a souvent raison de son intégrité. La météorite, la plupart du temps, se disloque avant le point d'extinction, donc elle explose en vol, et donc elle nous tombe dessus au détail. Donc on a plusieurs fragments qui peuvent, donc au sol, on trouve plusieurs fragments qui s'étalent le long de ce qu'on appelle une ellipse de chute. En principe, les plus gros fragments parcourent de plus grandes distances que les plus petits, puisqu'ils sont moins affectés par le freinage, par l'air. Donc il en va des météorites un peu comme les champignons, si vous voulez. Si vous en trouvez une au sol, c'est que peut-être il y a ses petits frères à côté, quoi. Donc il faut aussi fouiller un peu. Donc voilà aussi une photo de la météorite de Peekskill après explosion. Et donc c'était avant le point d'extinction. Vous voyez que chacun de ces fragments est encore à vitesse supersonique, donc génère son propre petit météore. Peekskill, c'est la fameuse météorite dont le seul fragment connu a percuté une voiture. Voiture qui en principe va revenir devant les GGE, à moins que ce soit déjà revenu. Alors, les météorites elles-mêmes, de quoi ça a l'air? Quand elles sont fraîchement tombées, alors, c'est rare de récupérer une météorite lorsqu'elle est fraîchement tombée. Il faut vraiment être dans le bon endroit au bon moment. Donc les rares personnes qui ont eu cette chance nous disent que les météorites sont chaudes et qu'elles dégagent une odeur de soufre assez intense. Alors chaude, c'est un peu curieux parce que comme l'échauffement de la météorite devrait avoir cessé une vingtaine de kilomètres d'altitude, en principe, et l'échauffement est purement superficiel. Alors il y a quand même une trace de cette ablation à haute température que j'ai mentionnée, qui est que les météorites sont en général recouvertes d'une croûte superficielle, généralement de couleur sombre, qu'on appelle la croûte de fusion. Superficielle, alors bon, ok, on ne voit pas trop l'échelle, mais c'est une fraction de millimètre. Donc ça, c'est une vision en coupe d'une croûte de fusion. On voit des bulles qui sont dégagement de volatiles. Voilà. Donc c'est un résidu de cette ablation avant le point d'extinction. Donc en général, elle est sombre, parfois elle a une couleur plus marrante. Bon, parfois, il y a des sortes de traces de doigts. Voilà. C'est un critère important de reconnaissance des météorites, cette fameuse croûte de fusion. Voilà. Ah bon, on a fait la partie 1, c'est bien. C'est chouette. Et donc maintenant, eh bien, comme on avait déjà commencé à regarder les météorites, là, bon, on a regardé la croûte de fusion, d'accord, mais maintenant, on veut voir ce qu'elles ont dans le ventre. Quels sont les différents types de météorites qu'on a? Et alors, il y a en gros deux catégories de météorites. Il y a les météorites primitives et les météorites pas primitives, enfin les météorites différenciées. Les météorites primitives, c'est la majorité de ce qui nous tombe dessus, 86%. Donc ça tombe bien, pédagogiquement et statistiquement, il faut commencer par celle-là. Donc au départ, au tout début du système solaire, ce qu'on avait, c'était ça. Les chondrites sont formés d'un agglomérat de tous les grains de poussière, tous les grains solides qu'on avait dans le disque de gaz et de poussière qui était autour du Soleil pendant ces premiers millions d'années. Donc c'est là qu'on voit à quoi ressemblait notre système solaire primitif. Maintenant, ça, c'est les météorites primitives, mais toutes les météorites ne sont pas de ce type-là. Donc il existe des météorites qu'on appelle différenciées. Alors, mais même les météorites différenciées se sont formées à partir de météorites qui étaient primitives. Pour s'entendre, voici ici un schéma très schématique de la structure d'un astéroïde non différencié. Donc une petite planète, ça peut faire quelques kilomètres, dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres si vous voulez, non différenciée dans la composition d'une chondrite.
Donc là, on a symbolisé en noir le métal et on a symbolisé en les autres couleurs la roche. Hein, donc vous voyez que, comme on a vu dans les photos précédentes, une chondrite, c'est fait d'un agglomérat très, très, très intime, si vous voulez, de grains métalliques, hein, comme on voit en réflexion, et de grains rocheux, comme on voit ici. Donc bien disséminés sur toute l'étendue de l'astéroïde. Mais il existe certains astéroïdes, et aussi les planètes, pour lesquels l'histoire ne s'est pas arrêtée là, pour lesquels la température interne a tellement augmenté qu'en vérité, leurs entrailles ont fondu. Et l'effet de la chose est double. D'abord, on efface évidemment la fine texture primitive qui nous permettait de deviner les différents composants qui s'étaient agglomérés entre eux. Et puis le métal, qui est mobile, qui est liquide, quand il est liquide, le métal est plus dense que la roche, et donc ce métal, de tout l'astéroïde, s'est amoncelé par gravité au centre de ces gros astéroïdes. Et donc formant un noyau métallique surmonté d'un manteau et d'une croûte rocheuse. Donc on a des objets, on a aussi des débris de pareils objets, n'est-ce pas? Et donc suivant la région de l'objet dont ils proviennent, ils auront une décomposition très différente. Si vous avez des débris du noyau d'un gros astéroïde différencié, ils seront entièrement métalliques, c'est ce qu'on appelle les sidérites. Si vous avez des débris du manteau ou de la croûte, ils seront entièrement pierreux, on appelle ça des achondrites. Et donc ce scénario-là, ce qu'on appelle la différenciation, parce que simplement ce qui se passe, c'est que notre corps il se stratifie en couches de composition différentes, ce scénario, ce processus, il a aussi eu lieu pour la Terre. Et c'est ça qui explique pourquoi le métal est quelque chose d'aussi précieux, nous, à la surface de notre globe. Hein, pourquoi il a fallu attendre des milliers d'années avant d'avoir l'âge du fer, l'âge du bronze, etc. La raison est que l'essentiel du métal de notre planète se trouve à 2900 km de profondeur. Et on ne risque pas d'atteindre ça bientôt, parce que le forage le plus profond, c'est 12 km. Et puis de toute façon, il fait 6000 degrés là en dessous, donc c'est moyennement... On ne peut pas. Donc la seule façon d'avoir un échantillon qui ressemble un peu à notre noyau, c'est de regarder les météorites métalliques, les sidérites, qui sont une sorte d'approximation du manteau du noyau terrestre. Alors, juste deux ou trois diapositives pour montrer des météorites différenciées. Donc, des exemples d'achondrites. Alors, je montre trois variétés. Là, trois variétés qui proviennent du même corps parent. Hein, on appelle ça les HED, c'est les achondrites les plus abondantes. Hein, les eucrites qui ressemblent vaguement à des basaltes ou des gabbros, donc sont formés proches de la surface du corps parent en question. Les diogénites sont formés un peu plus en profondeur, qui sont formés d'un seul minéral, l'orthopyroxène. Et puis les howardites qui sont un mélange entre les deux. Hein, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de retenir la classification, c'est juste pour donner des exemples. Maintenant, les sidérites. Alors, les sidérites, c'est simple, hein, c'est du métal. Enfin, c'est simple. C'est du fer et du nickel. Alors, c'est un peu moins simple peut-être qu'il n'y paraît, parce que quand on les attaque à l'acide, alors je ne sais pas si ça se voit très bien sur l'image ici, voici une météorite, une sidérite qui a été coupée en deux, qui a été polie. Donc, le morceau de droite a été seulement poli, et le morceau de gauche a été poli et attaqué à l'acide. Et ce qu'on voit apparaître, c'est un système de bandes entrecroisées. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien, mais il est quand même là. Voilà, c'est ce qu'on appelle les figures de Widmanstetten. Et ça révèle en fait que les sidérites sont en fait formées de deux alliages différents, qui réagissent différemment à l'acide. Et ces deux alliages ont pu former une structure macroscopique pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu le temps de le faire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le noyau d'un gros astéroïde, eh bien, vous avez le refroidissement de tout ça, parce que je vous rappelle que pour la différenciation, à un moment, on est passé par une phase liquide, hein, on a un gros magma métallique et puis un magma rocheux au-dessus. Eh bien, le refroidissement dit je prends des dizaines de millions d'années, donc on a le temps de faire ça. Hein, des alliages ferro-nickel, on sait en fabriquer à la surface de la Terre, mais les impératifs économiques nous imposent de ne pas attendre plusieurs millions d'années. Donc c'est pour ça que les figures de Manstetten, en tout cas à l'échelle macroscopique, c'est typique du métal extraterrestre. Et puis je ne résiste pas à vous montrer un exemple de météorite un peu plus bizarre. C'est des palasites, c'est même pas 1% des météorites, mais c'est les plus jolis, comme vous voyez. Alors vous voyez, c'est spécial. Vous avez du métal, hein, couleur argentée, de fer et nickel, même composition que ce qu'on voit dans les sidérites. Et puis vous avez des inclusions centimétriques d'olivine. Hein, c'est un minéral qui est plutôt vert, jaune. Donc c'est des météorites très jolies.
Alors l'olivine, c'est quelque chose qu'on s'attend à trouver à la base du manteau dans un gros astéroïde différencié. Donc il est assez logique, l'hypothèse classique, c'est de penser que les palasites se sont formés à l'interface entre le noyau et le manteau. Mais enfin, pour être complet, je dois ajouter qu'en ce moment, il y a des doutes qui s'élèvent sur la chose. Est-ce qu'il ne faut pas, par hasard, invoquer des impacts pour mélanger vraiment ces deux composants qui ont des densités très différentes? D'ailleurs, c'est ça qui explique la différenciation. Si vous vous rappelez, c'est parce que le métal est dense par rapport à la roche qu'ils sont pu se séparer. Donc pourquoi ne se sont-ils pas entièrement séparés? Là, c'est le mystère. Alors, donc voilà les différents types de météorites. Donc qu'est-ce qu'on a sur Terre? En tout cas, qu'est-ce qu'on a en France? Presque pareil. Bon. Donc voici une carte de France avec les différentes météorites françaises. Et donc, on a cerclé ici les météorites dont on a observé la chute. Ansisheim, par exemple. La chute était observée en 1492. C'est notre doyenne, c'est même la doyenne de l'Europe, en termes de chute préservée encore aujourd'hui. Alors nous, en France, on a quand même une soixantaine de chutes observées, 63 au dernier décompte. On est au 3e rang mondial. On peut pousser un gros cocorico, parce qu'on est dépassé par qui? On est dépassé seulement par les États-Unis et par l'Inde. Là, je ne vous fais pas un dessin, la raison, c'est bêtement de l'espace, quoi. Donc, par unité de population, on est à peu près les meilleurs au monde. Il y a peut-être la République tchèque qui nous dépasse, mais bon. Donc, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on a une exposition météorite au muséum tous les 20 ou 30 ans. Et alors, en même temps, je vais pousser à ce gros cocorico, mais ces chutes, ça date surtout ces chutes datent surtout du 19e siècle. Au 20e siècle, il y a eu beaucoup moins de chutes. Bon, il y a eu quelques guerres mondiales, mais aussi il y a eu l'exode rural, simplement. Les gens se concentrent dans des villes où il y a des pollutions lumineuses, ils regardent plus leur portable que le ciel. Et donc, songez que, par exemple, en Île-de-France, l'Île-de-France, c'est quand même, je sais pas, une dizaine de millions de personnes, en Île-de-France, jusqu'en 2011, il n'y avait rien, aucune chute répertoriée. Et puis en 2011, on a eu dans l'Essonne la météorite de Draveil, dont la chute n'a été observée que par une personne. Les autres, c'est il y a un caillou bizarre dans le sol, il y a un caillou bizarre qui cause une fuite dans le toit, mais ils ne l'ont pas vu. Moi, je ne vais pas jeter la météorite à quiconque, parce que moi-même, j'ai fait un postdoc à Toronto, et je sais très bien qu'un dimanche où j'étais à Toronto, il y a eu un bolide qui a été observé, moi, j'ai rien vu, donc j'étais vert. C'est quand même pas de chance, quoi. Bon. Mais il n'y a pas de météorites qui ont été retrouvées, ça me console moyennement. Enfin, voilà. En France, donc, on a beaucoup de chutes observées, on a assez peu de trouvailles. Ce qu'on appelle les trouvailles, ce sont des météorites qu'on n'a pas vu tomber, mais qu'on reconnaît parce que ça ressemble aux autres météorites. On n'a pas beaucoup de trouvailles parce que la France est quand même nos latitudes sont quand même assez hostiles à la conservation des météorites. C'est un peu ce climat tempéré, humide. Les météorites, faut quand même garder à l'esprit qu'elles se sont formées et elles ont vécu dans un environnement très pauvre en oxygène. Donc si vous les soumettez tout d'un coup à l'oxygène terrestre, eh bien, vous allez rouiller. La plupart des météorites contiennent pas mal de métal, sauf les achondrites. Donc c'est le sort nécessaire. D'où le faible nombre de trouvailles chez nous. Et en fait, les trouvailles... alors, après, j'aurais pu donner quelques chiffres. On a 63 chutes observées, on a eu 1 millier de chutes observées dans le monde, okay. Et les trouvailles, alors on en a une douzaine en France, et dans le monde, 50 000. Et la plupart des trouvailles, en fait, la plupart de ces 50 000 trouvailles proviennent des déserts. C'est pas parce que les déserts attirent plus les météorites que d'autres contrées, mais c'est parce que dans les déserts, les météorites se conservent mieux, que soit les déserts soient chauds ou froids, ils sont plus arides, donc moins d'oxydation, moins d'eau. Et les météorites, pour peu que les déserts aient un sol un peu clair, les météorites s'y reconnaissent mieux, par exemple, à cause sont généralement plus sombres, s'y reconnaissent mieux, par exemple, avec leur croûte de fusion, et puis sinon, d'autres marqueurs comme la densité, le magnétisme, etc. Bon, ça ne veut pas dire que les météorites se trouvent tous les 3 pas quand on va dans le désert, ça ne veut pas dire non plus que n'importe quel caillou noir est une météorite. Bon, malheureusement, on nous amène au muséum souvent des roches, des marcassites, des oxydes, des scories, des basaltes, on commence à faire le tour, toujours de trucs, mais les météorites, c'est quand même des objets extrêmement rares. Alors, désert, ça évoque beaucoup déserts chauds, mais les déserts froids, oui, ça va. Les déserts froids sont encore beaucoup plus prolifiques. Je crois que
Ah bah oui, voilà, en Antarctique, 42 000 météorites. Et ça a commencé, toute cette histoire de l'Antarctique a commencé en 69, quand des glaciologues japonais ont découvert, dans un champ de glace bleue qu'ils étudiaient, 9 météorites, qui appartenaient à 5 types différents. Donc il s'agissait au moins de 5 chutes indépendantes. Parce qu'on pourrait imaginer, ouais, on voit 9 morceaux, mais peut-être que c'est la même chute multiple, la même météorite qui a explosé, donc il n'y a rien, il n'y a pas... Il n'y a pas de surprise. Mais il y avait au moins 5 types différents, donc c'est au moins 5 chutes différentes sur une assez petite surface. Alors, je ne me souviens plus de la surface en question, mais... Et ce qui a été compris peu à peu, ce qui se passe en Antarctique, enfin dans certains endroits de l'Antarctique, c'est qu'on a des météorites qui tombent donc un peu partout, évidemment, il n'y a pas d'aimant à météorites, mais on a des glaciers qui emportent ces météorites, et ces glaciers, certains de ces glaciers sont bloqués par des chaînes de montagnes qu'on appelle les lunataques. Et donc ils se font éroder, donc il y a une accumulation de glace dans un même endroit qui se fait éroder, et donc toutes les météorites peu à peu se font dégager après érosion et restent sur place. Et donc on a comme ça une certaine concentration de météorites naturelles qui a lieu. Voilà. Voici une image au passage d'une météorite donc trouvée près d'un lunataque dans un champ de glace bleue, donc un champ qui se fait ablater, enfin cette fois il se fait ablater par des vents, hein, ça n'a aucun rapport avec la traversée atmosphérique. C'est une photo magnifique, on va la trouver là. Hein, on voit une météorite, une chondrite carbonée, hein, pour ce qui intéresse les spécialistes. Donc l'Antarctique, c'est quand même notre source principale de météorites. L'Antarctique est réservée à la recherche scientifique, contrairement au désert chaud où les chercheurs privés peuvent se donner librement carrière. Enfin, ça dépend des pays quand même. Alors, les déserts, je vous ai dit, les déserts préservent mieux les météorites, mais enfin, il y a une limite à tout quand même. Hein. Voilà, on peut les préserver pendant des millénaires, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années si on est vraiment gentil, mais ensuite, on ne peut pas tellement. Mais... sauf cas très pathologique, on a parfois des traces de météorites plus vieilles que ça, qui sont des météorites fossiles. C'est des météorites qui ont été à peu près entièrement remplacées par du matériel terrestre. Hein, et donc, il y a un exemple fameux, c'est dans du calcaire de l'Ordovicien, enfin, je veux dire, c'est une époque il y a 470 millions d'années, on trouve une surabondance de météorites fossiles comme ça. Hein, voici un grossissement, alors, je ne sais pas si c'est la même, mais on reconnaît ici plein de petits grains ronds qui semblent être des chondres, enfin ces petites billes qu'on voit dans les météorites primitives qui ont été remplacées par du matériel terrestre. Donc véritablement, on a l'impression de voir là une chondrite fossile. Alors l'argument est un peu plus subtil que ça, évidemment. On a regardé, il y a un minéral qui s'appelle la chromite qui a quand même survécu, donc on a pu déterminer que c'était vraiment extraterrestre. Voilà. Alors c'est rigolo, là on a un fossile de nautiloïde juste à côté d'une météorite fossile. Ben, les deux sont des fossiles. Alors on trouve, dans l'Ordovicien, on a trouvé beaucoup de ces objets-là. Donc on pense qu'il y a eu un astéroïde qui à ce moment-là s'est fragmenté dans le système solaire. Et tous ces fragments sont... Enfin, on a pris une partie de ces fragments sur Terre. Alors pour l'anecdote, des météorites ont pu être identifiées aussi sur Mars. Alors c'est compliqué évidemment, parce que les sondes qui ont été envoyées n'ont pas été faites pour ça, mais il y a des objets qui sont entièrement métalliques, et un objet entièrement métallique sur la surface de Mars, à moins qu'il y ait de la métallurgie par les hommes verts, ça interpelle, quoi. Donc il n'y a pas tellement de surprise, hein. Ce sont des météorites métalliques, même les gens ont poussé le vice à essayer de les classifier dans le type exact, je ne sais pas à quelle précision on connaît ça, mais voilà, c'est assez rigolo, plusieurs météorites métalliques qui ont été identifiées par Curiosity, par exemple, dont certains au muséum s'occupent. Si on revient sur Terre, les plus grosses météorites du monde sont métalliques, tout simplement parce que le métal, ça se fragmente un peu moins facilement dans l'atmosphère que la pierre. La plus grosse météorite en un morceau, je n'ai pas dit que la plus grosse soit tombée dessus, la plus grosse météorite en un morceau, c'est la météorite d'Oba en Namibie, elle fait 55 tonnes, vous la voyez ici. Voilà, vous voyez un être humain pour l'échelle. Voilà. 55 tonnes, donc assez loin devant Campo del Cielo en Argentine, dont la masse principale est de 37 tonnes ici, mais il y en a d'autres enterrés dans le sol. Vous avez Cap York, qui a été piqué aux Inuits en Groenland, voilà, qui est actuellement à New York, 34 tonnes. Voilà, bon, ensuite on a quelques-unes comme ça par là. Voilà, la plus grosse américaine, Willamette, 15 tonnes et demie. C'est toute une histoire, Willamette. Elle a été trouvée dans la propriété dans une forêt qui appartenait à l'Oregon Steel Company par un particulier qui s'appelait Hughes. Aux États-Unis, la jurisprudence plutôt, c'est que les météorites appartiennent aux propriétaires du fond.
faire une sorte d'analogie avec les sédiments, etc. En France, la jurisprudence est un peu plus compliquée. Et alors ce Hughes avait décidé de déplacer la météorite. Alors ça a été compliqué, il avait dû couper des arbres, monter la météorite sur une sorte de chariot, ça avait pris des mois et des mois, pour la déplacer dans sa propriété, pour s'écrier ensuite « Regardez, j'ai trouvé une météorite », et facturer la visite de l'objet céleste. Bon, évidemment, l'Oregon Steel Company s'est un peu aperçu qu'il y avait, comme qui dirait, un trajet de sa propriété vers l'autre propriété, donc a finalement réussi à obtenir la restitution de la chose, même si Hughes avait essayé d'alléguer que la chose avait été vénérée par une tribu indienne, celle des Clackamas, dont il restait à l'époque plus tellement de survivants. Mais il était à remarquer que les descendants de ces Amérindiens ont obtenu le droit de procéder à une cérémonie annuelle autour de cette météorite, là où elle est actuellement, c'est-à-dire à la Smithsonian... toujours à New York, l'American Museum of Natural History. Voilà, c'est une histoire marrante. Voilà, c'est propriété enfin, moins marrante pour le monsieur Hughes, mais voilà, c'est comme ça. Pour la France, bon, la plus grosse française, c'est 600 kg, c'est la caille, qui est exposée à l'exposition, n'est-ce pas? J'accomplis bien mon devoir de propagande institutionnelle. C'est pas ça. Alors, voilà, donc, bon, les plus grosses météorites, en un morceau, c'est ça. Maintenant, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu plus gros comme impacteur. Et ce qui est important, c'est lorsqu'une météorite fait plus de 10-20 mètres de diamètre, en gros, eh bien l'atmosphère ne veut plus tellement nous aider. L'atmosphère, ça sera à peu près transparent, si j'ose dire, pour cette météorite. Et donc elle va arriver à pleine vitesse, rappelez-vous des vitesses dont j'ai parlé, entre 11 et 72 km par seconde, à pleine vitesse, percuter le sol. Et bien ça fait ça. Donc, alors ça, ce que je montre spécifiquement dans cette image-là, c'est le plus célèbre des cratères, n'est-ce pas, le météore-cratère. Très célèbre parce qu'il est très bien conservé. Il est très bien conservé parce qu'il n'a que 50 000 ans, ce qui est une paille à l'échelle de l'âge de la Terre, donc il est très peu érodé. 1,2 km de diamètre. Et il a un grand intérêt historique, c'est le premier cratère qui a été étudié. Jusque-là, cratère météoritique étudié. Jusque-là, on ignorait que des objets plus gros pouvaient percuter la Terre. On avait bien observé des cratères sur la Lune, mais on supposait en général que ces cratères étaient volcaniques. Et donc, de fait, quand ce cratère a été décrit pour la première fois dans la littérature occidentale, c'est-à-dire vers les années 1870, évidemment, il était connu par les Indiens Navajo depuis quelques millénaires, mais ce cratère, qui a été appelé Kunbut à l'époque, a été interprété comme volcanique, même si c'est un peu bizarre, c'est inhabituel pour un cratère volcanique d'être au-dessous du niveau du sol, comme ce qu'on a là. Et quelque temps après, des morceaux de couleur argentée ont été découverts autour du cratère. Le plus gros de ces morceaux, c'est la masse de Holzinger, de 700 kg, qui ont été identifiés comme des météorites. L'histoire de la science des météorites était déjà relativement avancée. Elle sera racontée par Mathieu Gounel lundi, entre autres. Et donc, il y a quand même des gens, un peu iconoclastes, qui ont fait le lien. On voit ça à côté. Bon. Donc, notamment, un certain Gilbert qui croyait justement que les cratères de la Lune étaient dus à des impacts météoritiques. Il y avait quand même quelques personnes qui ont eu cette idée. Alors, ce monsieur Gilbert, il a fait quelques études, des relevés magnétiques, gravimétriques autour, et il a été déçu. Il n'a pas réussi à trouver de preuves qu'il existait une grosse masse météoritique enfoncé dans le cratère, parce que quand même, ce qui a été retrouvé, c'est juste quelques parcelles, donc on imaginait qu'il y avait quelque chose de plus gros. Et puis il était un peu étonné et puis il avait un argument un peu probabiliste, il se disait, c'est curieux, ce cratère est à peu près rond, et quand même, la probabilité qu'une météorite arrive exactement sur la verticale est assez faible, donc si une météorite arrive obliquement, on s'attendrait à ce que le cratère soit un peu plus allongé. Donc Gilbert a conclu que la météorite c'était une coïncidence et que le cratère était volcano-gazeux. Je mentionne ça parce que Gilbert avait tort, mais il s'est comporté en scientifique. Il avait une hypothèse qu'il aimait bien, mais il n'a pas réussi à trouver les preuves qu'il cherchait, donc il ne s'est pas obstiné. Alors, Daniel Moreau-Baringer, un ingénieur qui s'était tourné vers l'exploitation minière, lui avait moins de doutes sur le sujet, et lui il croyait qu'il s'agissait effectivement d'un impact météoritique, et donc il a acquis la région, la parcelle, là, ici, dans l'espoir de pouvoir exploiter
la grosse masse de fer qu'il pensait être enfouie sous le cratère. Parce que si on a un objet, une masse de fer d'1 kilomètre de diamètre, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut en faire, qu'on peut exploiter comme élément, hein, pas que le fer, je veux dire, mais tout ce qu'ils peuvent contenir, le nickel, je ne sais pas, un peu d'or, choses comme ça. Donc il y avait quand même des dollars dans ses yeux, en plus de la science. Mais évidemment, le problème, c'est qu'il a fait beaucoup de forages. Il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé, alors il a continué à y croire jusqu'au bout, mais bon, il était graduellement abandonné ses investisseurs jusqu'à la crise de 29, où il est mort. Et c'est à peu près vers cette époque-là que l'étude des impacts commençait à gagner en respectabilité. On commençait à identifier d'autres cratères. Son fils, par exemple, a identifié les cratères d'Odessa, etc. Donc ça commençait à acquérir la respectabilité. Mais en même temps, on commençait à comprendre qu'est-ce qui clochait là-dedans. On commençait à comprendre qu'un cratère d'impact, c'est un cratère d'explosion. Et donc la masse de fer n'a jamais été trouvée parce qu'elle n'existait pas. Parce que la météorite qui a créé ça, elle ne faisait pas 1 km de diamètre, elle faisait environ 50 mètres, mais elle arrivait à 10-20 km par seconde, et donc c'est un cratère d'explosion qu'elle a fait. Et donc l'essentiel de la météorite a explosé. Et la chose a été définitivement confirmée par Eugene Shoemaker, qui a découvert dans le sable des environs des formes de haute pression du quartz, comme la cohésite, qui indiquent qu'il y avait eu un choc intense, que la météorite avait explosé. Voilà, ce que Barringer ne voulait pas croire. Maintenant, les descendants de Barringer ont compris la chose. Hein, et maintenant, ils ont abandonné l'idée de faire une exploitation minière de la chose, mais ils n'ont pas abandonné l'idée de la rentabiliser. Ils ont fabriqué une sorte de petit musée. C'est pas un parc national, c'est toujours une propriété privée, mais c'est toujours intéressant à visiter. On l'a visité en 2005, c'est impressionnant. Et ils continuent à contribuer à l'étude des impacts. J'ai pas d'action chez Barringer. Donc, ça c'est pour récapituler ce que j'ai dit. Hein, voilà ce qui se passe quand disons pour une météorite de taille disons de moins de 500 mètres tombe, voilà, on a un projectile, ça crée une onde de choc localisée, cette onde de choc se propage, mais évidemment la surpression ne dure pas longtemps puisque la pénétration est limitée à une fraction de seconde, donc on a ensuite une onde de relâchement. Donc la matière qui était comprimée est tout d'un coup relâchée, donc il y a simplement une explosion. Alors quand on est vraiment très près de la zone, ce relâchement se traduit par une vaporisation, on a aussi une fusion, on a aussi de la fragmentation, on a de tout, hein, d'accord. On a une bonne partie, comme j'ai dit, une bonne partie de l'impacteur est explosée, donc il se forme une grosse cavité. Alors, qui n'est pas la cavité finale, parce qu'ensuite, c'est relativement instable hein, gravitationnellement, donc les flancs du cratère vont s'écouler tout autour, des éjectats, la matière éjectée va retomber, donc finalement, on va se retrouver avec le cratère va être en partie rempli, voilà. Donc la profondeur finale du cratère, c'est en gros 1/5 de son diamètre. Et pour donner aussi une idée, le diamètre total du cratère est en gros 20 fois le diamètre de l'impacteur initial, hein, comme dans l'exemple qu'on a vu avant. Alors, ce qui aurait pu faciliter la tâche de Barringer par rapport à ses confrères scientifiques, c'est d'observer la formation de cratères en direct. Ça a été donné à ses successeurs, hein, par exemple, à toute proportion gardée, évidemment, dans les temps historiques, la probabilité était assez faible de se prendre un énorme impact, mais par exemple, dans la chute de Chicotaline, qui est la plus grosse chute des temps modernes en termes de masse, c'était 23 tonnes, le plus gros fragment de la chose, puisque la météorite a quand même explosé en vol, 1,7 tonnes, a creusé un cratère de 26 mètres. Et puis plus récemment, on a un objet dont la taille n'est pas encore bien définie, hein, qui faisait peut-être, disons, la taille elle-même était peut-être de l'ordre du mètre, qui s'est abattu au Pérou et a creusé un cratère de 13 mètres, ce truc-là. Donc c'est pas seulement du géologiquement bien ancien, les impacts, c'est quelque chose qui peut encore se dérouler. Alors il y a un fameux événement, si on doit parler des temps historiques qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est l'événement dit de la Tunguska. Donc la Tunguska, c'est un gros bolide, très gros, qui a été observé en 1908. C'est probablement plus gros encore que ce qui est tombé que chez Liabinsk. Hein, donc un gros bolide dont l'explosion localement a soufflé les habitants. Alors on n'a pas de preuve que des humains soient morts, mais il est évident que vu toute la zone qui a été carbonisée, avec les arbres tout allongés, comme vous voyez, hein, ça c'est une photo aérienne, ça c'est une photo d'exposition plus tard,
on se doute bien que ça n'a pas été tout à fait bénin pour les habitants de la région, mais enfin, probablement pas les habitants humains. Alors, sauf qu'à cette époque, on avait autre chose à faire quand même en Russie que d'étudier un possible impact météoritique en Sibérie. Donc il a fallu attendre 1927 pour que M. Kulik aille sur les lieux de l'événement. Donc il a découvert ce que je vous montre là, mais ce qu'il n'a pas découvert, il n'a pas découvert d'échantillons de météorites, et il n'a pas découvert de cratères qui seraient dus à un des plus gros morceaux. Hein, je veux dire, c'est très différent du cas de Tcheliabinsk, hein, d'accord, il a explosé, mais on a quand même récupéré plein de petits morceaux. Le plus gros faisait 570 kg, il est tombé dans la surface gelée d'un lac. Là, rien. Enfin, rien de macroscopique. Donc c'est ça qui a donné, évidemment, naissance à toutes sortes de spéculations, à l'explosion de méthane, antimatière, invasion d'extraterrestres, micro-trous noirs, enfin bref, des choses du genre. Mais bon, ce qu'on pense quand même, c'est qu'il s'agissait quand même d'un objet, une grosse météorite, peut-être chondrite carbonée, peut-être un morceau de comète, qui a explosé entièrement en vol, qui s'est à peu près entièrement désintégré. Alors évidemment, la matière, ça se conserve, enfin en tout cas nos énergies, donc une preuve de ça quand même, c'est que dans la région de Tunguska, on a trouvé une surconcentration de petites billes microscopiques qui ont une composition météoritique, ce qu'on appelle les sphérules cosmiques, qui peuvent être simplement des micrométéorites, mais là, l'abondance est tellement importante qu'elles sont probablement reliées à l'événement. Donc, bon, il n'y a pas nécessairement nécessité, si j'ose dire, d'invoquer les aliens pour la Tunguska. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas poussé de cocorico, hein, donc on va quand même parler de notre astroblème, notre cratère météoritique français. Nous avons un cratère météoritique hein, dans le Limousin qui s'appelle Rochechouart. C'est intéressant comme coïncidence, comme toponymique. Alors, ce cratère... Alors évidemment, il est un peu moins célèbre que Barringer, le cratère Barringer, ou météore-cratère dont on a parlé avant. Pourquoi? Parce qu'il est vieux quand même, il a 201 millions d'années. Donc, ça pose si vous allez là-bas, en termes de relief, vous voyez rien. Tout a été érodé. Et on ne trouve pas non plus, mais en fait c'est le cas de la plupart des cratères identifiés sur Terre, on ne trouve pas non plus de fragments de météorites, pour deux raisons, dont chacune est suffisante seule. D'abord, c'est un impact beaucoup plus violent que Barringer, hein, que le Barringer cratère. Le Barringer cratère, c'était un cratère d'1,2 km. Ça, c'est un cratère de 25 km, au moins, parce qu'il est érodé, hein, je rappelle. Donc la météorite probablement a largement été vaporisée à l'impact. Et puis, quand bien même des fragments auraient osé survivre, eh bien, 200 millions d'années pour une météorite, voilà, ça ne donne pas cher de la météorite. Donc alors, la question est, comment a-t-on pu identifier que cette région, dont on ne voit même pas le cratère, dont on ne voit même pas la météorite, a été due à un impact de météorite? Eh bien, parce que les roches terrestres de la zone en gardent la mémoire. Donc, on a par exemple des granites qui ont des formes coniques de brisures assez caractéristiques, donc qui viennent probablement du fond un peu brisé du cratère, ce qu'on appelle les cônes de percussion ou d'éclat, shatter cone. Voilà. On a aussi carrément des brèches, c'est-à-dire des roches qui ont été entièrement brisées par l'impact, qui ont été éparpillées en plein de fragments, et ces fragments se sont recimentés vaille que vaille. Voilà, ce qu'on appelle des brèches. Ces brèches peuvent contenir éventuellement des inclusions qui ont été entièrement fondues par l'énergie de l'impact, ce qu'on appelle des suévites. Ou ça peut être carrément des roches entièrement fondues par l'impact. Donc je ne sais pas si on voit bien ça. Ici, la tagamite, elle est bulleuse. Hein. C'est un objet à peu près homogène. Il y a quelques classes qui ont survécu. C'est quelque chose qui a été à peu près entièrement fondu par l'énergie de l'impact. Donc, c'est essentiellement par les roches affectées par les impacts qu'on peut identifier un cratère comme météoritique. Voilà. Plutôt que par des météorites survivantes, ça c'est extrêmement rare. Mais évidemment, historiquement, il a fallu commencer par là hein, pour déduire la chose. Alors, parmi les roches produites par les impacts, les plus spectaculaires, ce sont les tectites. C'est spectaculaire parce que ce sont des objets qui ont été entièrement fondus, mais fondus de chez fondus par l'impact. Donc, ils se sont resolidifiés assez rapidement sous forme de verre, donc c'est assez mignon, hein, vous voyez, du verre noir. Alors, parfois, il y a, pour le cratère allemand, hein, il y a la moldavite, entièrement vert. Non seulement ça, mais ces objets ont pu être projetés dans notre atmosphère, ils ont pu gratouiller un peu l'espace, mais ils sont retombés assez vite parce que la vitesse de 11 km par seconde, la vitesse de libération, pour échapper à l'attraction de la Terre, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Et ils ont pu retomber assez loin de leur point d'origine. Bon, pour les Moldavites, c'est un impact qui a eu lieu en Bavière et les Moldavites se retrouvent en République tchèque.
Mais les australasites, c'est un impact qui a eu lieu quelque part en Inde, dans la péninsule indo-chinoise, on ne sait pas encore où, ça c'est un gros mystère, et des objets comme ça ont été envoyés jusqu'en Australie. Vous voyez le champ de répartition. Ça, c'est une tektite trouvée en Australie, donc qui a parcouru plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver là. Voilà. On trouve aussi des versions microscopiques de ces choses, parfois dans des sédiments assez vieux, souvent, parfois, ces micro-tektites, c'est tout ce qui nous reste. Donc tektite, c'est le nom de ces types d'objets, du grec tektos, qui veut dire fondu. Voilà, alors je vais mentionner quelques autres cratères. En souvenir de l'amitié franco-allemande, on va quand même mentionner le cratère allemand, enfin le doublé de cratère allemand. On a le Nördlinger Ries, qui fait 24 km, qui a 15 millions d'années, donc c'est une jeunesse par rapport au Rochechouart. Donc on a encore, quand on voit une photographie aérienne, ou simplement quand on monte sur l'église centrale, sur la tour de l'église centrale, j'étais à Nördlingen la semaine dernière, pas plus. Donc c'était assez impressionnant. Donc on voit encore le relief, on voit des roches assez fraîches. À 40 km du Nördlinger, il y a un autre cratère d'impact, le Steinheim, qui est beaucoup plus petit, 3 km. Ils ont eu de la chance, les Allemands. Pas exactement, parce que en fait, ces deux cratères ont le même âge. Et donc c'est probablement un astéroïde double qui a impacté la Bavière. Enfin, la Bavière et le Baden-Württemberg. Steinheim, c'est de l'autre côté de la frontière. Voilà, sinon, comme autre cratère, il y a parfois des cratères qui sont plus ou moins remplis d'eau. Là, il y a le fameux Manicouagan, qui a été rempli d'eau, mais après la fermeture d'un barrage. Ça, c'est au Québec, 100 km. Le plus gros cratère connu au monde, c'est le Vredefort, en Afrique du Sud, 2 millions d'années. Ça, c'est une image satellitale. On reconnaît encore vaguement une forme, mais vaguement, parce que 2 milliards d'années quand même. 320 km. Donc, je vous laisse imaginer la taille de la chose qui a fait ça. Ça peut-être 10-20 km. Il fallait pas être là. Voilà, quelques exemples, mais au total, on a à peu près 200 cratères reconnus dans le monde. Je pense qu'on est à 190 actuellement. Voilà. Alors, nous, en Europe occidentale, on a Rochechouart et le Ries, là, on n'a pas grand-chose. Évidemment, ça dépend de l'ancienneté des surfaces. Dans le bouclier canadien, là, on a beaucoup plus de cratères. Quand j'étais postdoc là-bas, juste dans la province de l'Ontario, on a pu en visiter 3, il y en avait encore un 4e qu'on n'a pas eu le temps. Donc, c'est une question d'âge et de préservation. Parce que 200, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on observe sur la Lune. Parce que la Lune est un objet essentiellement géologiquement mort, sans atmosphère non plus. Donc, il n'y a pas d'érosion. La seule façon d'effacer un cratère sur la Lune, c'est un autre cratère. Donc, on ne risque pas d'en perdre beaucoup. Alors, j'ai parlé de la Lune. Effectivement, les cratères, évidemment, pour cette raison, on en voit beaucoup plus dans d'autres astres du système solaire qui sont dépourvus d'atmosphère. Alors, il y a les cratères plus ou moins marrants. Voilà, le cratère Herschel sur Mima, qui est une lune de Saturne, je crois, qui a un petit piton central. Quand les impacts sont vraiment importants, le fond du cratère rebondit. Ça fait un piton central. Ici, sur Callisto, qui est une lune glacée de Jupiter, vous avez un cratère, le cratère Valhalla, avec plein d'anneaux concentriques. C'est peut-être un paradis pour les scientifiques, un impact. Sur Mercure, vous avez ici, vous avez plein de cratères, d'accord, mais vous reconnaissez là une structure un peu de bonne dimension, qui semble être un cratère pas mal érodé par d'autres cratères, évidemment, qui s'appelle Caloris, 1300 km. Ça commence à être respectable, 1300 km pour un cratère. Il existe des cratères plus gros que ça, mais de moins en moins conservés. Je ne le montre même pas. Il y a un cratère sur la Lune qui serait plus gros que ça, mais vraiment, il faut le deviner, quoi. C'est pas Copernic, quoi. C'est le cratère du pôle sud à Aitken. Sur Mars, vous avez cette zone-là. Alors, c'est une carte altimétrique. Donc, ce qui est bleu, c'est profond. Donc, vous avez une zone là qui a été interprétée par certains comme un ancien cratère. 3300 km, donc ça vous donne une idée de l'incertitude qu'on ait à essayer d'identifier les cratères aussi vieux que ça. Mais il y a même des gens qui ne sont pas laissés arrêter à ça, qui ont supposé que peut-être tout l'hémisphère nord de Mars est dû à un énorme impact. Parce que l'hémisphère nord de Mars a une plus basse altitude et un plus jeune âge géologique que l'hémisphère sud de Mars. Donc, les gens se posent des questions. Et alors, comme j'ai fait pour la Terre, les impacts, ce n'est pas juste une affaire du passé. Alors, par exemple, vous avez ce cratère-là qui est très jeune, tout simplement parce que des sondes orbitales tournent autour de Mars depuis un certain temps, et puis en juillet 2010, cette zone-là, il n'y avait rien, et en mai 2012, il y a ça.
Donc le cratère est assez jeune. Et pour les cratères jeunes, on voit bien les éjectats. Hein, j'ai parlé des éjectats qui retombaient dans le cratère, mais une bonne partie des éjectats vont en dehors, évidemment. Il faut quand même enlever de la matière sur un cratère. Donc vous avez ces rayons d'éjectats qui sont un signe de jeune âge. Hein. Sur la Lune, vous avez certains cratères comme Tycho ou Copernic qui ont encore des rayons plutôt moins blanchâtres assez évidents. Donc ils sont relativement jeunes aussi, mais pas aussi jeunes que ça. Hein. Là, c'est une extrême jeunesse. Alors, en parlant de la Lune, on observe de temps en temps des flashs lumineux sur la Lune. En voici un. Et c'est dû à des impacts de météorites. Alors là, en l'occurrence, on estime que la météorite faisait 40 kg, que sa vitesse est de 10 km par seconde. Donc pour la Terre, si un tel objet arrivait sur Terre, ce ne serait pas très impressionnant parce qu'il serait freiné par l'atmosphère. Mais la Lune n'a pas d'atmosphère, donc il est arrivé à pleine vitesse. Bam. Hein, si vous avez lu On a marché sur la Lune, il y a le capitaine Haddock qui échappe de peu à un événement de ce genre. Alors, encore c'est une petite chose là, mais vous avez sur Jupiter, il y a eu quelque chose de beaucoup plus important qui a été l'impact de la comète Shoemaker-Levy. Alors une comète, c'est un objet un peu glacé qui tourne autour du Soleil, mais qui en l'occurrence celui-là a été capturé par Jupiter en 1990, et puis à cause d'effets de marée, elle s'est scindée en plein de morceaux, hein, mais dont certains peuvent être kilométriques, et ces morceaux ont impacté Jupiter, c'est assez impressionnant, et voyez la trace, hein. Jupiter, je rappelle, hein, c'est 140 000 km de diamètre. Vous voyez la trace que ça a fait. Bon, Jupiter, c'est quand même une planète gazeuse, il ne faut pas exagérer non plus, mais voilà, avec les effets d'une planète gazeuse, on a des sortes de traces qui ont été éphémères, mais certaines qui faisaient la taille de la Terre. Donc voilà, c'était un avertissement sans frais pour nous terriens. Alors, les dinosaures ont eu droit à plus qu'un avertissement, comme vous savez sans doute. Donc vous savez qu'il y a eu plusieurs crises d'extinction dans l'histoire de la vie, et donc la plus célèbre, puisqu'elle avait été remarquée par Cuvier, qui a travaillé chez nous, n'est-ce pas, il y a 2 siècles, les souvenirs sont un peu limités, donc vers la fin du Crétacé, entre le Crétacé et le Tertiaire, le Tertiaire maintenant, on doit dire néozoïque, comme ça, cénozoïque. Voilà. Donc là, il y a une chute brutale de la biodiversité, hein, donc la majorité des espèces ont disparu, et en particulier tous les animaux terrestres de plus de 25 kg. Donc en particulier tous les dinosaures, sauf les oiseaux. Hein. Vous savez peut-être que techniquement les oiseaux sont des dinosaures parce qu'ils partagent le même ancêtre commun. Bon. Mais évidemment ils ne sont pas aussi impressionnants que les tyrannosaures. Alors, quel rapport avec les météorites? Eh bien, les gens ont remarqué dans les années 80, Alvarez a remarqué que les sédiments correspondant à cette couche, à l'extinction des dinosaures, avaient un surcroît en iridium. Alors l'iridium, c'est un métal. Donc le raisonnement est que la Terre étant un objet différencié, il n'y a pas beaucoup d'iridium qui soit vraiment indigène à la Terre, à la surface de la Terre. L'essentiel de notre iridium se trouve dans le noyau. Donc une bonne partie de l'iridium qu'on mesure dans les sédiments est en fait due à un apport extraterrestre. Et donc l'idée des gens qui ont dosé l'iridium, c'est de se dire, on va supposer que cet iridium est apporté par des micrométéorites. Si on suppose que le flux de micrométéorites est constant, on va pouvoir déterminer à quelle échelle de temps correspond telle couche. Si on a une couche qui contient beaucoup d'iridium, eh c'est peut-être qu'elle correspond à une grande durée. Parce que la grande question était de déterminer combien de temps avait duré l'extinction des dinosaures. Est-ce que c'était un phénomène subi? Est-ce que c'est un phénomène qui s'était étalé pendant plusieurs millions d'années? Mais le problème, c'est que pour expliquer un pic d'iridium comme ça, il faudrait invoquer un flux micrométéoritique de plusieurs dizaines de millions d'années. Et ça, on a quand même quelques contraintes par ailleurs qui sont outrageusement en contradiction avec ça. Donc c'est pas possible. Donc il a fallu imaginer qu'on a eu l'équivalent de plusieurs dizaines de millions d'années d'iridium qui sont tombés d'un coup. Et ça, quand on fait le calcul, qu'on imagine un objet, disons, de la composition d'une chondrite, eh ben, il faut que ce soit un objet de 10 km de diamètre. Et 10 km de diamètre, eh ben, ça peut faire quelque chose. Donc ça peut faire un gros cratère, et puis ça peut éjecter de la poussière, ça peut, évidemment, localement, ça peut causer plein d'incendies, des pluies acides, blablabla, etc. Mais ça peut aussi dégager de la poussière, des aérosols, qui peuvent atténuer la lumière solaire, qui peuvent donc diminuer pas mal la photosynthèse, ce qui ne va pas plaire aux herbivores, qui ne va pas plaire aussi aux carnivores qui se nourrissent des herbivores.
Donc on va briser la chaîne alimentaire. Alors pas entièrement, hein, on a survécu, mais les gros mangeurs ont été visés en priorité. Hein, seuls des animaux un peu couards comme les mammifères ont pu survivre. Tout petits, ils n'avaient pas besoin de grand-chose, ils s'enfouissaient assez vite. Et donc grâce à ce caillou, on a pu prospérer dans le tertiaire. Alors, bon, je vais peut-être un peu vite en besogne, est-ce qu'on est sûr de ça? Alors déjà, le cratère. Le cratère lui-même a été identifié vers la fin des années 80, début des années 90 dans mon souvenir. Le voilà. Alors évidemment, ce n'est pas une vraie image, parce que c'est une image d'anomalie gravimétrique, enfin ça révèle la distribution des masses dans le sous-sol, qui révèle qu'il existe un cratère enfoui sous des sédiments au bout de la péninsule du Yucatan au Mexique. Donc, ce cratère a été baptisé Chicxulub du nom du village sur lequel il est centré. Hein, c'est centré un peu. Et ce cratère se trouve avoir exactement le bon âge que l'extinction, que la crise Caté, hein, l'extinction des dinosaures. Alors, bon, la messe n'est pas entièrement dite, parce qu'au même moment, il se passait quelque chose, disons, aux antipodes. En Inde, au Décan, il y avait un volcanisme assez important, les volcanismes du Décan, qui a pu donc dégager de la poussière, des gaz divers dans l'atmosphère, qui auraient pu avoir des effets plus ou moins similaires. Le problème, c'est que le volcanisme du Décan, c'est quelque chose qui s'est étalé pendant très longtemps. Et la crise Caté est quelque chose de relativement soudain. Alors, il semble qu'il y ait eu un petit regain d'activité au moment fatidique. Certains essayent même de le rattacher à une onde de choc, peut-être due à la météorite. Donc, si on veut mettre de l'eau dans son vin, on pourrait se dire peut-être qu'il y a eu les deux effets qui ont joué, hein, c'est une sorte de que la météorite n'était que le coup de grâce. Donc, c'est encore débattu. Mais enfin, il y a quand même une grosse coïncidence chronologique qui encourage l'hypothèse cosmique. Alors, si les dinosaures se sont pris un astéroïde de 10 km sur le disque dur, c'est qu'on peut également, on est également exposé à ça. Alors, voici une estimation de la fréquence, ou plutôt de la durée, de la période typique des impacts de différents objets de différentes tailles. Hein, donc ça, alors c'est un graphe un peu compliqué, mais voilà, on a l'abscisse ici, c'est la taille des astéroïdes en kilomètres, et ça, c'est l'intervalle d'impact. Donc on voit par exemple que des objets de 0,01 km, c'est-à-dire de 10 mètres, hein, si on regarde ici, on s'attend à les trouver, on s'attend à ce que ces objets nous percutent, disons, tous les 10 ans, un truc comme ça. Hein, donc si on va un peu plus gros que ça, genre 50 mètres, Tunguska, c'est quelque chose qu'on s'attend à trouver à peu près tous les siècles peut-être, un truc statistiquement. Hein, quelque part, s'il y a eu Tcheliabinsk, bon, c'est un peu dans cet ordre-là. Tcheliabinsk, c'est un peu plus petit, voilà. Et alors, des événements du style de ceux des dinosaures, 10 km, bon, c'est quand même assez rare. Hein. Heureusement, ça devrait arriver toutes les centaines de millions d'années. Je n'ai pas dit que ça arrive pile à la périodicité tous les 100 millions d'années. Il n'y a pas de calendrier à dire statistiquement, voilà, une fois tous les 100 millions d'années, 10 fois tous les milliards d'années. Voilà. Tous les cratères de cette taille-là n'ont pas généré d'extinction de masse. Hein. Mais il y a aussi toute cette région-là où on a des objets plus petits que Chicxulub, hein, que l'objet qui a fait Chicxulub, mais on n'aimerait quand même pas être en dessous. Hein. Disons que quand ça fait plus de 150 mètres, on peut s'attendre au minimum à des problèmes locaux, voire des tsunamis, etc. Alors ça, ce sont des objets qui sont en cours d'inventaire. Hein. Le bleu, je n'ai pas vraiment expliqué ce diagramme, c'est le diagramme plus compliqué du truc, mais le bleu, c'est ce qu'on estime exister. Le rouge, c'est ce qu'on a détecté. C'est-à-dire, pour les gros astéroïdes, on a à peu près tout détecté. Mais pour les petits, voilà, entre 100 et quelques centaines de mètres, on ne les a pas tous détectés. Donc c'est quand même la première étape, je veux dire, savoir que quelque chose va nous percuter avant de penser à le dévier. Alors, le dévier, oui, je dis le dévier parce que, bon, Hollywood nous parle de faire exploser les astéroïdes par des bombes atomiques, mais, bon, à moins d'avoir la précision de Bruce Willis, je veux dire, ça risque de générer plusieurs impacts au lieu d'un. C'est pas exactement ce qu'on veut. Bon, on aimerait au moins qu'il y ait une zone un peu sauve sur Terre.
Alors, ça ne veut pas dire que les bombes atomiques sont has-been. Si une bombe atomique pourrait servir à dévier un astéroïde. Ça pourrait déjà être une chose. Ça, c'est une solution un peu violente. Ensuite, ça dépend du préavis qu'on a. Parce que si on a un préavis assez long, on pourrait imaginer d'être un peu plus... de ne pas utiliser une bombe atomique, mais juste un impacteur. Ça, au passage, c'est une vraie image d'un impact artificiel d'un objet de 370 kg sur une comète. Alors, ce n'est pas pour la dévier, c'était juste... Même si la mission portait le même nom qu'un film catastrophe, mais ça c'était une coïncidence, Deep Impact, mais c'était juste pour étudier ce qu'il y avait sous la surface. Il y a des gens qui essayent d'imaginer, étudier le vent solaire, ou d'utiliser le vent solaire au rayonnement. Mais voilà, le problème, il y a deux problèmes, si vous voulez. Il y a le problème du préavis, hein, et ça c'est un problème politique aussi. Je ne veux pas non plus vous faire peur, je veux dire actuellement si on regarde les risques d'impact sur Current Impact Risk au JPL, on trouve qu'il y a, c'est marrant, il y a une liste, on voit les astéroïdes, quelle est la probabilité qui nous tombe dessus, pour le moment il n'y a rien qui nous menace particulièrement. Mais par exemple, en 2004, il y a eu ce fameux astéroïde Apophis qui était donné avec une probabilité de 3% de nous percuter quelque part dans les années 2020, je ne me souviens plus de l'année, 3%. Apophis qui faisait 300 mètres de diamètre. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quelque chose ou on fait rien? On n'a rien fait, mais on n'a rien fait, et là on a eu la chance, puisque évidemment, le plus probable est qu'il ne se passait rien, et donc ensuite on a affiné la trajectoire de l'astéroïde, et on s'est aperçu qu'il allait manquer la Terre. Le problème, c'est que si ça n'avait pas été le cas, si on s'était aperçu que finalement, on a affiné les calculs, et voilà, en 2010, on s'aperçoit que la probabilité est de 10%, de 20%, de 30%. Voilà, il faudrait commencer à faire quelque chose, mais si vous voulez, plus vous attendez, moins vos actions seront efficaces. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est un grand dilemme, hein, je veux dire, ça coûte cher, hein, ces trucs-là, pour dévier un astéroïde. D'autant plus qu'actuellement, on a des missions qui vont vers des astéroïdes, d'accord, mais on ne peut pas viser n'importe quel astéroïde. On vise des astéroïdes qui ont une faible vitesse relative par rapport à la Terre, pour économiser le carburant. Je veux dire, on n'est pas comme dans Armageddon, où on a une fusée prête à intercepter n'importe quoi. Je veux dire, si on a un objet qui a une grosse vitesse relative par la Terre et qu'on essaye de l'intercepter, il ne faut pas le rater. Hein, vous manquez d'une seconde, c'est fini. Hein, bon, je vous rappelle que les vitesses typiques orbitales autour de la Terre, par exemple, tournent à 30 km par seconde autour du Soleil. Donc ça vous donne une idée des vitesses relatives qu'on peut avoir entre l'astéroïde et la Terre. Donc pour le moment, c'est un fait. Le danger est limité, mais on n'a pas encore tellement de stratégie de défense. Mais le danger est limité. Une chance sur 10 000 à l'échelle d'un siècle. Alors, pour finir, si j'ai le temps bien sûr, les corps parents. Hein, on parle de météorites, d'impact sur Terre, etc., mais il faudrait quand même savoir d'où elles viennent, ces météorites. Même si j'ai déjà vendu pas mal la mèche. Alors, comment déduire d'où vient une météorite? Eh bien, depuis 1959, certaines météorites ont pu être photographiées pendant leur chute. Et ont pu être photographiées par plusieurs caméras en même temps. Et ça, c'est intéressant, parce que plusieurs caméras en même temps, ça nous permet de déterminer quelle est la vraie trajectoire d'une météorite. Si vous êtes tout seul à regarder une météorite tomber, enfin, à voir un météore, vous ne savez pas s'il est très près ou il est très loin. On croit toujours qu'il est plus près de nous qu'il ne l'est, vraiment. Et ce n'est pas le cas si vous avez un réseau de caméras. Et donc, vous pouvez déduire la trajectoire exacte, vous pouvez déduire éventuellement où ça peut tomber. Hein. Exemple de réseau de caméras, au passage, Fripon, naturellement, dont on parlera à Brigitte Zanda mardi, pour ce qui est de la France. Mais on peut déduire aussi, si on a la trajectoire de la météorite, on peut déduire quelle était sa trajectoire. On peut extrapoler quelle était sa trajectoire avant d'entrer dans l'atmosphère. Et donc on peut déduire quelle était son orbite dans le système solaire. Et toutes les fois où on a fait ce travail, cette orbite passe par une région qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes, qui se situe entre les orbites de Mars et de Jupiter. Alors voici quelques images d'astéroïdes, hein, voilà. Ces objets, généralement de forme irrégulière, hein, sauf Cérès, c'est quand même le plus gros, 950 km, donc il commence à avoir une forme un peu ronde, mais sinon la gravité des autres est trop faible pour vraiment leur imprimer une forme ronde. Donc, vous avez plusieurs astéroïdes qui ont été visités par des sondes. C'est pas très dense, hein, la ceinture principale d'astéroïdes, hein, on n'est pas comme dans Star Wars. Hein, je veux dire, la plupart des sondes, c'est une sonde qui veut aller visiter une planète externe du système solaire, elle traverse la ceinture principale d'astéroïdes sans en voir un seul. Si elle veut en voir, il faut qu'elle vise, quoi. Hein, et donc, par exemple, l'astéroïde Eros, qui était le premier astéroïde autour duquel une sonde s'est mise en orbite. Et ça, c'est la dernière image transmise par la sonde lorsqu'elle a décidé, c'est un peu la mode, hein, quand on finit une mission, hop,
on crache la sonde sur l'astéroïde. Voilà, dernière image transmise. Donc vous voyez, ils ont plein de cratères, hein, pour les mêmes raisons qui ont été mentionnées pour les satellites naturels. Alors, cette région-là, cette ceinture principale d'astéroïdes, ça correspond à quoi, hein? Donc voici plus ou moins à l'échelle, enfin pas par les diamètres, hein, je veux dire, mais les distances des différents astres du système solaire interne en tout cas, hein, d'accord. Donc voilà, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Et vous pouvez vous apercevoir, donc il y a une certaine progression, d'accord, les distances s'écartent de plus en plus, d'accord, mais entre Mars et Jupiter, il y a comme une lacune. Hein, et donc dans le temps, au XVIIIe siècle, il y avait Titius qui avait écrit une formule, qui avait essayé de réduire ça en gros une suite géométrique. Et donc, bon, pour que la suite soit vraiment géométrique, il fallait invoquer quelque chose entre Mars et Jupiter. Et donc, est-ce que c'est une planète manquante? Donc, Bode avait dit, peut-être qu'il manque une planète. Et donc, ensuite, on a découvert les premiers astéroïdes, hein, Cérès, qui était le plus gros, le 1er janvier 1801, le premier jour du 19e siècle. C'était une bonne résolution. Et on a commencé à trouver d'autres astéroïdes. Alors, Bode, peut-être ma planète a existé, mais elle a explosé. Alors, ce qu'il faut observer, c'est que la masse totale actuelle de la ceinture principale d'astéroïdes est faible. J'ai déjà dit qu'on peut traverser la ceinture principale d'astéroïdes sans rencontrer un seul astéroïde. Eh bien, cette masse totale, c'est en gros un 20e de la masse de la Lune. C'est pas grand-chose. Donc, déjà, c'est mal barré pour avoir formé une seule planète. Et puis, d'un point de vue de leur composition, telle qu'on peut déterminer par les spectres, la lumière qui nous renvoie, ou tout simplement par les météorites, qui sont les fragments, il y a trop de variétés pour que ces objets proviennent de la même planète. Donc ce qu'on pense actuellement, c'est qu'il n'y a jamais eu de planète entre Mars et Jupiter, mais plutôt que Jupiter, qui est quand même la plus grosse planète du système solaire, a empêché la constitution d'une grosse planète par son action gravitationnelle. Et Jupiter a joué un rôle de videur, quoi, et donc a vidé cette région d'une façon qu'on ne sait pas très bien comment, mais donc fait qu'il ne restait que quelques vestiges qui n'ont pas pu former de planète et qui sont restés comme ça, comme des fossiles du système solaire primitif. En tout cas, c'est bien pour nous, hein, d'avoir cette zone, ce sanctuaire des briques de formation des planètes. Alors, donc quelle est l'histoire maintenant? Comment une météorite parvient de la ceinture principale à la Terre? Parce qu'au départ, un astéroïde, c'est tranquille, c'est une orbite circulaire entre les orbites de Mars et Jupiter, ça n'a aucune velléité d'inquiéter la Terre. Eh bien, on n'y va pas par quatre chemins. J'ai dit que la ceinture principale d'astéroïdes n'est pas tant d'astéroïdes que ça, mais bon, à l'échelle de l'âge du système solaire, évidemment, ce qui se passe, ce qui doit arriver, arrive. C'est-à-dire qu'il y a des collisions. Et donc ces collisions peuvent extraire des morceaux. Et alors il y a même des cas où on peut observer des traînées de débris autour d'astéroïdes. Là on a un petit astéroïde qui fait 120 mètres de diamètre et on voit une traînée de débris. Donc probablement qu'il y a eu une collision il n'y a pas longtemps et donc on a des débris qui se détachent de cet astéroïde. Alors de fait, les astéroïdes montrent qu'ils ont été marqués par des collisions. Non seulement ils ont des petits cratères, je suis d'accord, ils ont des cratères, ils peuvent avoir leur surface peut être réduite en poussière, c'est ce qu'on appelle du régolithe. C'est sur ça que marchent les astronautes, ont marché les astronautes sur la Lune. Ça a été broyé par des petits impacts de météorites. Mais je veux dire, à plus grande échelle, on peut voir des effets de l'impact. Par exemple, on a des astéroïdes, il existe des astéroïdes binaires. Hein, j'ai mentionné Steinheim et Rhys qui étaient des cratères jumelés. On voit à l'heure actuelle des astéroïdes doubles. Donc là, par exemple, là, on a l'astéroïde Ida qui est orbité par son petit satellite Dactyle autour. On a des astéroïdes de forme assez régulière, multilobés, qui font penser que ce ne sont guère que deux blocs qui sont juxtaposés. Et donc on pense qu'il y a pas mal d'astéroïdes qui sont comme ça, qui sont des astéroïdes qu'on appelle des agglomérats lâches, qui sont des astéroïdes qui ont été fragmentés par des impacts, mais qui sont plus ou moins réaccrétés entre eux par leur très faible gravité. Et à l'échelle des météorites elles-mêmes, on observe des brèches. C'est-à-dire on observe que certaines météorites sont formées de fragments divers qui ont été dispersés par les impacts. Je veux dire, ce qui s'est passé pour des roches terrestres, hein, je vous ai parlé des brèches quand j'ai parlé de Rochechouart, ça se passe aussi évidemment, et à plus forte raison, pour les météorites, pour les astéroïdes. Donc voilà, alors ensuite, encore un diagramme un peu compliqué, mais en gros ce diagramme chaque point représente un astéroïde, donc ça représente en gros la position d'un astéroïde dans la ceinture principale. En gros en abscisse c'est la distance au Soleil et en ordonnée c'est l'altitude, on va dire, par rapport à l'écliptique. Alors ce qui est rigolo c'est on se marre comme on peut, mais ce qui est rigolo c'est qu'on voit des zones où il y a plus d'astéroïdes que d'habitude, on voit des amas.
Et donc ça veut dire que c'est en fait ces astéroïdes sont en fait des débris d'un astéroïde initial qui s'est fait fragmenter, plus ou moins complètement. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il existe des régions où il n'y a pas d'astéroïdes du tout. Ça correspond à certaines distances au Soleil assez caractéristiques, ce qu'on appelle des résonances. C'est des régions où l'interaction avec Jupiter est particulièrement efficace et où les météorites, où les objets, affectés voient tout d'un coup leur orbite être très, très perturbée. Et du coup, cette orbite qui est au départ plus ou moins circulaire devient très déformée, très allongée, et donc peut couper l'orbite de la Terre et donc arriver sur Terre au bout de quelques millions, dizaines de millions d'années. Ça peut être plus long pour des météorites métalliques. Voilà. Alors une confirmation de tout ce que j'ai raconté là, c'est une mission, j'ai déjà montré celui-là d'ailleurs, une mission japonaise, Hayabusa, qui était allée visiter cet astéroïde, Itokawa, qui a gratouillé un peu sa surface et qui a réussi à nous ramener de la poussière. Bon, pour tout dire, il voulait en ramener plus, mais bon, on fait avec ce qu'on a, et la poussière, maintenant, on sait l'analyser, même si c'est que quelques microns. Eh bien, cette poussière correspond exactement à un type connu de chondrites, de météorites primitives, les chondrites ordinaires LL5, si vous voulez frimer un peu. C'est d'ailleurs le même type que la météorite de Chelyabinsk. Ça n'a aucun rapport, mais bon, c'est comme ça. Donc, je veux dire, on ne peut plus tellement douter. Alors, c'est quand même... Alors, de manière générale, à cause de ces perturbations orbitales, même dans les cas où on peut déterminer l'orbite d'une météorite, on ne sait pas trop dire de quel astéroïde elle provient. En général, on ne sait pas. Il y a comme... Bon, là, Itokawa, c'est juste un débris du gros astéroïde dont proviennent ces météorites. Il y a quand même un cas où on a assez de confiance, c'est les météorites HED, c'est celles que j'avais montrées en exemple des achondrites, parce que leur spectre, c'est-à-dire la lumière solaire qu'elles nous renvoient, leur couleur, si vous voulez, la couleur de Vesta, correspond pas mal au spectre des HED, de ces météorites-là. Et bon, c'est vrai qu'il existe d'autres astéroïdes qui ont à peu près le même spectre, mais Vesta, c'est quand même un astéroïde assez gros. C'est quand même assez gros, et il est assez près de ces zones-là qu'on appelle les résonances, donc on comprend très bien comment les météorites peuvent arriver de Vesta à nous. Et les HED, c'est quand même la classe majoritaire des météorites différenciées pierreuses. D'ailleurs, au sud de Vesta, c'est moyennement évident, mais il y a un énorme cratère, regardez. Alors on ne voit pas trop l'aspect cratère, mais on voit l'aspect piton central. Et je vous ai déjà dit que lorsqu'on a un énorme impact, eh bien, on a tendance à la formation d'un piton central. Donc ce cratère qui s'appelle Rhea Silvia, dont le diamètre est presque aussi grand que le diamètre de Vesta, il a peut-être éjecté pas mal de ces objets, de ces HED, en tout cas de leurs corps parents immédiats. Alors ça, c'est les météorites. Donc ça, comme la plupart des météorites, la plupart des météorites sont astéroïdales. Mais il y a quand même quelques météorites, je vais mentionner un peu, là on arrive à la fin de toute façon, quelques météorites qui ont une origine un peu particulière. Par exemple, on a les météorites lunaires. J'ai bien dit météorites, c'est-à-dire des météorites qui ont été éjectées de la Lune, comme n'importe quelle météorite est éjectée de son corps parent, c'est-à-dire par des impacts. Sauf qu'évidemment, pour éjecter de la Lune, qui a quand même une certaine gravité, eh bien, il faut quand même un impact un peu respectable. Donc c'est des objets qui sont arrivés naturellement sur Terre. Ça n'a rien à voir avec les objets rapportés par Apollo et Luna. Mais, évidemment, les récoltes de ces missions sont ce qui nous a apporté la preuve que ces météorites viennent bien de la Lune. Donc on a des météorites qui viennent des zones claires de la Lune, c'est plutôt les zones bréchanorthosiques, des zones basaltiques de la Lune, les mers, là, etc. Les météorites lunaires ont un intérêt, c'est que tandis que les missions Apollo, par exemple, sont cantonnées sur les mers, c'est-à-dire des zones remplies de basalte de la face visible, les météorites lunaires viennent de partout. Donc elles sont un échantillonnage un peu plus fidèle. Et puis on a non seulement des météorites lunaires, mais on a aussi des météorites martiennes. Alors là, pour le coup des météorites martiennes, évidemment, on ne peut pas ressortir le coup de « on compare avec les échantillons », parce que pour le moment, on n'a rien ramené comme échantillon. On dit toujours c'est dans 10 ans, 20 ans, c'est toujours dans 10 ans, 20 ans, en 2017 comme en 1996. Donc là, un premier argument, c'est l'âge. Ces objets-là sont assez jeunes. Par exemple, Chassigny, qui est française au passage, elle a 1,3 milliard d'années, comme Nakla, et puis les Shergottites sont encore plus jeunes que ça. Ça, c'est jeune comparé à l'âge du système solaire. Donc ces objets ne peuvent pas provenir d'astéroïdes, parce que les astéroïdes, même ceux qui se sont différenciés, se sont refroidis très vite au début du système solaire. Une affaire de quelques centaines de millions d'années, il y a 4 milliards et demi d'années. Donc ça vient forcément un objet de taille planétaire. Et ce qui désigne spécifiquement Mars, on pourrait sortir d'autres arguments, mais ce qui désigne spécifiquement Mars, c'est que dans des météorites de ce type-là, les Shergottites,
on a pu extraire du gaz qui était piégé dans du verre, qui était probablement dû à un impact au passage, et ce gaz correspond à l'atmosphère martienne telle qu'analysée par les sondes Viking. Donc, on n'a pas le même niveau de preuve que les météorites lunaires, mais on ne voit pas trop d'où ça pourrait provenir d'autres. Donc ces météorites proviennent probablement de Mars. Vous aurez Violaine Sauter qui vous parlera de son métier de pétrologue martienne, je crois que c'est le 29, c'est un dimanche, 29 octobre, oui, bon, c'est un dimanche, donc j'imagine qu'elle vous parlera de ça un peu plus au long. Encore une pub pour la recherche au muséum. On travaille aussi sur les météorites martiennes. Alors, je vais parler d'Hayabusa, là, qui nous a ramené un morceau d'astéroïde, un peu de poussière, et ça continue. Hein, vous avez Hayabusa 2, puisque ça a marché, on commence. Hein, on va voir un astéroïde d'un autre type, un astéroïde carboné, Osiris-Rex, qui va faire pareil vers un autre astéroïde carboné. Donc bon, il faut être un peu patient pour le retour des échantillons, mais ça va arriver. Voilà, vous avez d'autres missions, voilà, Lucie vers les astéroïdes troyens, qui sont des astéroïdes qui partagent la même orbite que Jupiter, une mission en étude vers Phobos, qui serait jointe entre les Japonais et le CNES, une mission prévue autour de Psyché, qui serait un débris d'un noyau d'astéroïdes différenciés, un astéroïde métallique, rendez-vous compte, c'est quand même assez spécial. Donc on est vraiment à une époque un peu charnière où on va commencer à ramener des échantillons directement d'astéroïdes, parce que la grande difficulté des météorites, hein, c'est des objets très intéressants, on va raconter plein d'histoires à base des météorites, mais les météorites sont des objets sans contexte, d'accord ? C'est des objets, ils nous tombent dessus et on ne sait pas d'où ils viennent exactement dans la ceinture principale d'astéroïdes. Donc on est dans un cas beaucoup plus compliqué que celui d'un géologue terrestre qui peut s'appuyer sur le gisement du caillou qu'il a collecté. Hein. Il peut se dire, ça s'est formé à côté du... On voit, j'ai ramassé ça à côté du plissement machin, à côté de l'affleurement truc, ça me dit quelque chose. Là, une météorite, ça ne me dit rien. Tandis que si on ramène des échantillons directement d'astéroïdes, alors évidemment, ce ne sera jamais beaucoup d'échantillons, mais on pourra dire, hein, effectivement, les astéroïdes qui ont tel spectre de lumière réfléchie, ils ont telle composition. Et donc en comparant. Et donc ça peut être un grand indice pour nous dire de quelles régions du système solaire les choses proviennent, et permettent de faire des extrapolations un peu plus fondées sur les météorites, qui seront, comme j'ai dit, toujours plus abondantes que ça. Donc on est vraiment à une nouvelle époque de la cosmochimie, hein, pour comprendre notre système solaire. Et donc, en vous laissant subtilement devant de la publicité institutionnelle et personnelle, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que vous avez des questions à poser à Emmanuel? Ou c'était fabuleux? J'arrive. Je vais juste attendre que... Alors, juste une petite info. En effet, Emmanuel a cité Violaine Sauter. Dimanche prochain, à 15h, à l'auditorium de la Grande Galerie, Madame Sauter va présenter son métier qui est pétrologue, spécialiste des roches martiennes. Donc, vous êtes conviés à venir l'écouter. Monsieur, je voudrais savoir s'il y a des météorites qui ne sont jamais tombées dans des cratères de volcans et qui auraient pu toucher le manteau. Qui auraient pu toucher le manteau. Le manteau, c'est quand même un peu profond. Ah oui, là c'est mieux, oui. Le manteau, c'est un peu profond quand même. Il existe quand même des cratères importants. Ah, voilà. Oui, pourquoi pas. Comme ça. Ah oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc le manteau, c'est quand même profond. Hein. Alors la croûte, c'est quand même 30 km, donc on n'a pas vraiment d'exemple de ça. Alors c'est sûr que quand il y a des gros impacts, quand on réfléchit, si on imagine... Ça a dû arriver quand même, je réfléchis en même temps. Parce que Vredefort, il fait 320 km. Si on imagine que la profondeur qu'il a atteint, c'est au moins un cinquième de ça, donc il y a dû y avoir des cas, mais c'est des cas assez anciens, parce que Vredefort et Sudbury, c'est quand même il y a 2 milliards d'années. Oui, ça a dû arriver. Donc, oui, effectivement. Mais ce que je voulais dire en plus, c'est que pour la Lune, si vous regardez la carte de la Lune, vous regardez les mers lunaires. Et les mers lunaires, ce sont, comme j'ai dit, des épanchements basaltiques. Mais si vous regardez de près, ces mers lunaires ont une forme ronde. Et donc, ils sont interprétés, c'est pas du tout controversé d'ailleurs, c'est admis, c'est interprété comme étant des grands bassins d'impact
qui sont formés donc, il y a longtemps, hein, genre 4 milliards d'années, et donc qui n'ont pas à proprement parler transpercé la croûte, mais qui l'ont suffisamment aminci pour faciliter le passage de lave venue du manteau, qui ont finalement réussi à les remplir tout entiers. Donc oui, finalement, la réponse est oui. Merci. Vous avez une question sur votre droite, en haut. Oui, bonjour. En fait, je voulais vous parler des théories que j'ai entendues sur l'origine de l'être humain, comme quoi des météorites auraient peut-être via des poussières ou via des mouvements autour de la Terre, auraient répandu des substances peut-être d'origine organique, et l'homme serait donc le produit, serait donc un produit extraterrestre. Et donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Et donc, si tel est le cas, ça voudrait dire que ça servira à rien pour l'homme de regarder s'il y a des aliens un peu partout, puisque l'homme serait donc un alien. Eh bien, en un sens, la réponse est forcément oui, parce que la Terre, comme j'ai dit, est faite à base d'une accumulation de météorites. Donc tous les éléments que nous avons maintenant sur Terre, ce sont des éléments qui ont été apportés par les météorites. Et par exemple, pour la matière organique, donc une matière organique est dominée par le carbone, dans les chondrites, notamment les chondrites carbonées, on trouve du carbone. On trouve même du carbone, mais sous forme organique, en particulier dans la matrice, c'est-à-dire le ciment à grains fins entre les inclusions millimétriques. Et donc la question qui se pose, la vraie question, on peut reformuler la question, c'était à quel niveau d'organisation était la matière organique quand la Terre s'est formée. Parce que la Terre, évidemment, ce n'est pas juste une accumulation de météorites. La Terre a subi beaucoup de processus, en particulier la différenciation. Donc une bonne partie de une bonne partie de la matière qui a constitué la Terre est passée par un stade de fusion. Et donc la matière organique qui pouvait y avoir été contenue a été détruite, a été détruite, donc convertie sous les oxydes sous les formes les plus simples, les composés les plus simples, genre méthane, oxyde de carbone, des choses comme ça, ammoniac, voilà. Donc on pourrait imaginer qu'on a dû repartir de zéro, c'est-à-dire de ces composés-là, pour fabriquer des composés plus compliqués. Mais c'est pas nécessaire, parce qu'on a eu la différenciation, d'accord, ça a détruit une bonne partie de la matière organique qui existait dans nos précurseurs, mais l'accrétion, c'est pas complètement arrêté. Je veux dire, elle continue même maintenant. Donc on peut imaginer, et on sait de toute manière, qu'il existe une sorte de vernis tardif dans la composition du manteau terrestre qui correspond à de la matière qui n'a pas été vraiment équilibrée avec l'intérieur de la Terre, et qui est à hauteur de 1% de notre masse. Donc ça, 1% de notre masse, ça permet de faire tout ce qu'on veut, hein, les océans, etc. Parce qu'il y a aussi de l'eau dans les chondrites. Donc il se peut que de la matière organique apportée par les chondrites n'ait pas été détruite. Et cette matière organique dans les chondrites, c'est une matière relativement évoluée, hein. Il y a des sucres, il y a des bases azotées, et il y a des acides aminés qui sont les bases des protéines. Ce ne sont, au passage, donc ce qu'on a mesuré, ce n'est pas de la contamination terrestre, parce qu'il y a certains acides aminés qui n'existent, ne sont pas utilisés par la vie, et surtout ils n'ont pas la même composition, il y a des versions gauche et droite, alors que là, nous, on n'utilise que les versions gauche, par exemple. Donc, il y avait une matière organique relativement évoluée dans les météorites. Il n'y avait pas, par contre, d'êtres vivants dans les météorites. Des gens ont essayé de voir ça au 19e siècle jusqu'aux années 60, mais à chaque fois, c'était de la contamination. Et probablement pour la bonne raison que l'espace interplanétaire est un milieu assez hostile, hein, d'accord, rayons UV, etc., au risque de détruire tout organisme vivant, même s'ils peuvent survivre un peu, mais voilà. Donc il se peut très bien, hein, vous me voyez venir avec mes gros sabots, il se peut très bien qu'on soit, plutôt que repartir bêtement avec du méthane, etc., à essayer de synthétiser, je ne sais pas, à côté d'un fumeur noir dans l'atmosphère, on avait sur place des acides aminés, etc., pour commencer à faire quelque chose. Il y a loin, évidemment, entre un acide aminé et une cellule qui fonctionne. Ça, c'est vrai, mais voilà. Donc, il se peut que la matière organique était déjà pas mal évoluée, même s'il y avait encore beaucoup à faire lorsque la Terre s'est formée. Merci. C'est de ce côté-là, maintenant. Bonjour.
Y a-t-il beaucoup de météorites qui sont perdus pour la science? Je pense notamment à des météorites qui pourraient tomber dans des endroits ignorés comme les océans, déserts, etc. Ah bah complètement. Complètement, c'est la majorité des cas. Hein, j'ai essayé de donner les estimations du nombre de météorites auxquelles on s'attend. Ça dépend de ce qu'on appelle une météorite. Hein, mais si on prend comme critère 1 kg, par exemple, j'ai lu dans l'exposition qu'on a une estimation de 5000 météorites qui tombent par an sur toute la Terre. Mais en vérité, ce qu'on récupère, ça peut se compter sur les doigts des deux mains, quoi. C'est-à-dire les météorites qu'on voit tomber et qu'on récupère. Ensuite, on peut en retrouver d'autres dans les déserts des millénaires après qu'elles soient tombées, mais voilà. Donc l'immense majorité est perdue pour la science dans les mers, dans les forêts, etc. Merci. Alors, excusez-moi, avant de... Non, je suis encore là. Oui. Avant de laisser la parole pour encore une question, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez retrouver Emmanuel Jacquet qui va présenter son métier de cosmochimiste le dimanche 26 novembre, c'est ça? Oui. Voilà. Si éventuellement il vous manque, voilà, vous pouvez les retrouver le 26 novembre. Il y aura même le 13 novembre. Même le 13 novembre. Oui. Alors là, ça va être Ceux qui sont encore plus pressés. À l'auditorium et ça va être beaucoup moins, il y aura beaucoup moins de place. Est-ce qu'il y a une autre question? J'arrive, monsieur. Non, je sais, vous allez conclure. Arrive. Merci. Tenez. Voilà. Le problème que je voulais poser, c'est que vous avez dit au début, il y a 36 000 tonnes par an qui tombent sur la Terre. Ça semble énorme. Donc, est-ce que ça veut dire que la Terre, sa masse et sa croît de 36 000 tonnes par an? Et donc, sur oui. Des millions d'années, même des milliards d'années, ça veut une masse considérable. Est-ce qu'il y a une compensation ou que, je sais pas, des échappements? Alors maintenant, si on rapporte ça à la masse de la Terre actuelle, la masse de la Terre, c'est 6 fois 10 puissance 24 kg, donc un 6 avec 24 zéros, 36 000 tonnes, 10 puissance 3, ça fait 3,6 10 puissance 7 kg, donc il y a de la marge, quoi. Donc, je me souviens plus, il y avait des gens qui avaient essayé de calculer quelle était l'épaisseur à quelle épaisseur uniforme cela correspondrait d'accroissement de masse sur les 4 derniers milliards d'années. Parce qu'évidemment, si on compte à partir du début, c'est oui. Tout, hein, évidemment. Mais sur les 4 derniers milliards d'années, je me souviens plus, là, comme ça, mais c'était une histoire de quelques dizaines de centimètres, comme ça. Plus ou moins un ordre de grandeur. Mais il n'y a rien qui part, quoi. C'est ça, ça reste sur Terre, il y a cette quantité-là qui reste, cette masse qui reste sur Terre, il n'y a pas de... Ah oui, ça arrête. Alors, pour être précis, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces 36 000 tonnes, une bonne partie se fait volatiliser. Donc, c'est sous forme d'atomes, quoi, je veux dire, dans l'atmosphère, alors qu'ils vont devenir ce qu'ils veulent. Et ce qui arrive vraiment sous forme de grains à peu près respectables, disons, autour de 0,1 mm et plus, c'est plutôt de l'ordre de 6 000 tonnes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Ah oui. Alors là, il y a des questions. Vous nous avez expliqué la composition du météorite, mais comment se forme-t-elle dans l'espace? Si je ne l'ai pas expliqué, c'est pour pas... Je l'ai... Ah oui, oui. Donc la question est que je n'ai pas expliqué comment les météorites sont formées, et ça c'est vrai, parce que j'aurais quand même pas prendre tous les sujets des orateurs suivants. Ce que j'ai quand même vaguement expliqué, c'est que les chondrites, les météorites primitives, se sont formées par agglomération de grains de poussière, donc vous voyez, de taille de l'ordre du millimètre ou moins, ces grains de poussière qui existaient autour du Soleil il y a 4,5 milliards d'années. Donc au départ, il faut imaginer qu'on a plein de grains de poussière disséminés, et puis ces grains de poussière s'agglomèrent et forment ces météorites primitives qu'on appelle les chondrites. Et puis ensuite, certains astéroïdes qui sont formés comme ça ont subi une évolution supplémentaire avec la différenciation. Mais au départ, ça s'est formé par agglomération de grains. Oui. Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez... Voilà, c'est gentil. Partagez en fait votre question avec l'ensemble du public. Que ça pouvait être des débris de planètes. Oh, il y en a qui pensent que dans les chondrites, il y a des débris de planètes. Mais en général, on pense que les planètes sont formées après les chondrites, quoi. Les chondrites sont formés dans les premiers millions d'années du système solaire. Les planètes, il a fallu attendre quelques dizaines de millions d'années. Donc il faut plutôt voir les choses dans l'autre ordre, c'est-à-dire que ce sont les météorites qui sont les blocs de construction des planètes. Bien, merci.
Non, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez vous poser la question. L'inconvénient, c'est qu'on ne vous entend pas. Ça serait bien que vous partagiez. Alors, Emmanuel, si vous voulez éventuellement prêter votre micro à madame, puis ensuite lui répondre. Tout ce qui est planète, comme la Lune, sont sphériques. Est-ce qu'au départ, ces météorites sont sphériques avant d'arriver sur Terre? En général, non, parce que pour être sphérique, il faut que la gravité joue un rôle important. Donc, par exemple, j'ai montré des images d'astéroïdes. Voilà. Et vous voyez que les astéroïdes, en général, sont de forme irrégulière. Il n'y a que Cérès et un peu Vesta, que j'ai montré après, qui sont suffisamment gros pour que leur gravité leur ait permis d'avoir cette forme qui minimise un peu leur énergie, qui est sphérique. Mais en général, non, ils ne sont pas sphériques. Merci beaucoup. Voilà. Emmanuel, une question de ce côté-ci, merci. La question va être très brève. En fait, je voudrais savoir pourquoi sur notre Lune, il y a la face cachée qui est plein d'impacts de cratères et l'autre face qui l'est moins. Voilà. Alors, c'est parce que c'est à cause des mers lunaires. Les mers lunaires se sont formées relativement tardivement. J'ai raconté le scénario tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait des bassins d'impact, puis un remplissage par des basaltes, donc ça a pris un certain temps. Et donc ces mers lunaires, ensuite, ont eu moins de temps pour accumuler des cratères. Donc c'est pour ça qu'au niveau des mers lunaires, on a des terrains qui sont plus jeunes que le reste. Mais si vous vous concentrez juste sur les terres hautes, les zones claires de la Lune, la croûte primitive de la Lune, les deux faces sont également impactées. Merci. Est-ce que c'est la dernière question? C'est ce monsieur qui va conclure. Ah, attendez, j'étais... Je reviens, mais c'est monsieur qui va conclure ensuite. Alors, je reviens vers vous. Ah, c'est du sport. Oui. Et on est qu'au début du cycle. Merci. Excusez-moi, mais je favorise le travail sportif, donc voilà. C'est très bien. C'est bon pour tout le monde. Même sana incorpore sano. Voilà. Alors juste une dernière question, c'était juste savoir au niveau des matières justement des météorites, est-ce que c'est matière neuve? Puisque en fait l'être humain reste limité pour moi par le fait qu'il ne puisse pas, dans sa conquête de l'espace, par le fait qu'il ne puisse pas voyager à la vitesse de la lumière. Donc limité par sa technologie. Et à savoir, je voulais savoir si les météorites, les chondrites permettent d'accéder à une technologie un petit peu supérieure. Est-ce que ces nouvelles matières permettront du moins d'évoluer un peu au niveau technologique? Pas spécialement, parce que les météorites, c'est quand même des objets assez primitifs comparé à ce qu'on a sur la Terre. Hein. D'un point de vue minéralogique, la Terre est quand même beaucoup plus évoluée. Il y a 5000 espèces minéralogiques sur Terre, et il n'y en a que 400 dans les météorites. Donc, alors sinon, d'un point de vue, quel peut être l'intérêt technologique des météorites? Eh bien, on pourrait imaginer... c'est plutôt une question de matière première. C'est-à-dire que, bon, on a les mêmes éléments chimiques sur Terre ou dans les météorites, mais dans la plupart des météorites, on a plus de métaux qu'à la surface de la Terre. Donc les astéroïdes peuvent être une façon de résoudre le problème de l'épuisement des sources économiquement exploitables de métaux dans le courant du XXIe siècle pour certains éléments chimiques. Et il y a des entreprises sur le sujet. Mais sinon, les météorites sont des objets très primitifs. L'intérêt est plutôt intellectuel qu'autre chose. Merci beaucoup.